Donc, on est ravis pour commencer cet après-midi d'accueillir Charlotte Marinberg, qui est donc teinturière artisanale à Felletin, pour une intervention qui s'intitule L'eau, premier matériau d'une teinturerie. Et donc Charlotte est donc teinturière et designer textile spécialisée en teinture naturelle qu'elle pratique depuis 25 ans. En 2010, elle a fondé l'atelier Mirobolant, qui était d'abord une marque de fil à tricoter pour ensuite devenir une teinturerie à façon, d'abord basée à Bruxelles et maintenant à Felletin. Et elle travaille donc pour des clients multiples et variés, stylistes, artisans, artistes, mais aussi donc la recherche scientifique pour le CNRS ou encore le monde patrimonial et scientifique, notamment actuellement un projet avec le centre de conservation du musée du Louvre sur des tapis antiques. Et parallèlement à son activité donc de teinturière, elle enseigne le textile et les teintures dans différentes écoles supérieures d'art, en Belgique, au Maroc, en France. Non, pas en France encore, bientôt en France. Donc voilà, je te laisse la parole et je te donne le micro. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par une rapide présentation. Donc, je suis designer textile de formation, spécialisée en teinture végétale. J'ai commencé à teindre il y a environ bientôt 25 ans. Et j'ai une activité professionnelle en tant que teinturière depuis 2010. Avant de passer au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'eau, je vais commencer par une petite présentation de la façon dont je travaille au sein de mon atelier. Parce que les implications liées à l'eau ne sont pas les mêmes en fonction du type de projet sur lesquels je travaille. Alors, j'ai trois façons, de par ma clientèle en fait, trois façons de travailler. Qui n'est pas dans un ordre ni exhaustif ni quantitatif, mais je teins selon ce que j'ai appelé des demandes subjectives. C'est-à-dire que on peut me demander de travailler en fonction d'un cahier des charges qui n'est pas fonction soit des protocoles ou qui n'est pas fonction d'un résultat coloré. Alors je m'explique, je vous ai fait quelques exemples à chaque fois. Ici, c'est un studio dont la cliente m'a demandé, pour que ça rentre dans son cahier des charges, de travailler avec de la garance. Et elle voulait une garance qui était entièrement sourcée, c'est-à-dire une garance française. Et elle voulait 5 nuances de garance, 100% française, pour obtenir des dégradés. Là, il y a eu un tapis qui a été réalisé en tuft, mais il y a eu d'autres projets qui ont été faits avec. Et donc, il n'y avait pas forcément une demande colorée qui était précise quant à ces 5 nuances. Elle voulait qu'il y ait des valeurs qui soient égales entre les différentes teintes. Mais elle m'a pas demandé forcément de partir d'un rouge précis. Ici, c'était un client pour du prêt-à-porter qui travaillait sur des tissus de récupération, alors issus de stocks de l'industrie du luxe notamment, et qui avait des demandes plutôt vagues. Comment dire autrement, à droite, il voulait une couleur nerprin. Au milieu, il voulait un indigo moyen. Je vous donne ces termes typiques. Et à gauche, sur ce tissu de lin, il voulait un effet patine cuir vieux fauteuil. Voilà. Donc, il a fallu que je me débrouille avec ça.
ici, c'est un travail et une collaboration avec une artiste qui s'appelle Nadine Marshall, qui est artiste tisserande et qui travaille avec toutes sortes de matériaux, beaucoup textiles évidemment, mais elle peut m'envoyer aussi du bois, de la paille, du mouton, de la peau de mouton à teindre. Et elle m'envoie plutôt des inspirations, donc c'est ce que vous voyez à droite. Et elle m'envoie des gammes colorées qui ressemblent à des bouts de bois, des morceaux de mousse qu'elle glane voilà, dans la forêt, et elle me dit inspire-toi et fais-moi quelque chose, de toute façon ça sera beau. Oui, alors ça peut être un peu risqué, mais voilà, c'est ce type de demande que j'ai. Pour elle également, on avait travaillé sur une pièce qu'elle a créée. Elle travaille beaucoup, en fait, elle aime beaucoup s'entourer d'artisans. Et elle travaille notamment avec un archetier, elle travaille avec une céramiste, elle travaille avec un verrier. Voilà, donc elle a toute une série d'éléments qu'elle récupère ou qu'elle fait produire. Et elle me parle de cette nouvelle œuvre qu'elle a en tête, et elle me dit oui, avec un archetier, je vais récupérer des anciens archers, des pièces je connais pas les termes, mais des pièces de violon récupérées qui sont des pièces fausses qui ne fonctionnent pas pour être utilisées. Et à ce moment-là, en fait, elle était plutôt branchée vers les verts et les bleus jusque-là. Et puis je lui explique que dans mes ressources tinctoriales, je travaille notamment avec des déchets de bois, des Chinata caelzepinia, qui sont un bois rouge, un bois exotique, qui est utilisé par les archetiers pour fabriquer les archets. Et en fait, c'est un bois qui est aujourd'hui protégé, qu'on peut pas utiliser, qu'on peut pas vendre n'importe comment, parce il a été soumis à la déforestation, notamment en Amazonie, et donc ça devient très difficile de s'en procurer en direct, et donc la meilleure des solutions, c'est de s'associer avec un archetier et de récupérer ces déchets. Et donc voilà, je lui parle de ça et elle me dit merveilleux, on va faire ces couleurs. Elle avait aucune idée de la couleur que ça donnait, et moi sur le moment pas forcément, parce que voilà, il y a aussi bien de la laine, de la soie qui est en bourre, en mèche, de la laine, de la soie en fil. Voilà, donc on peut avoir des résultats qui sont très différents, et c'est comme ça que c'est parti. Une deuxième façon de travailler, c'est de travailler selon des objectifs précis de teinte, qui est la majorité de mes demandes. C'est-à-dire que le client va m'envoyer une référence couleur qui veut que je reproduise le plus fidèlement possible. Notamment dans le cadre de la tapisserie. Ici, c'est un projet avec l'atelier CC Brindelaine, Céline Ferron, qui est lissière à Felletin, et qui m'a sollicité pour une tapisserie d'après une sérigraphie de Blex Bolex. Là, tout l'enjeu dans la reproduction, même si c'est pas le cœur du sujet, je trouve que c'est important d'en parler, dans la reproduction de couleurs, c'est la transcription entre la référence et le support teint. C'est-à-dire que ici, on est sur une sérigraphie qui a été reproduite un certain nombre de fois, et donc on est sur un support papier et on me demande une transcription laine. Donc on est dans des enjeux qui peuvent être variables, et toute la difficulté est de transcrire au plus juste dans un résultat visuel qui soit cohérent, sachant que l'artiste Blex Bolex est quelqu'un qui est très attentif aux équilibres des couleurs et à la façon dont les teintes interagissent entre elles. Et donc, on a eu une discussion tous les trois à ce sujet-là, puisque voilà, tout n'est pas possible en couleur végétale. Beaucoup de choses sont possibles, mais c'est pas forcément d'une évidence directe. Et donc, on s'est dit, ok, on part de celle qui est la plus compliquée à obtenir, et ensuite on crée quelque chose qui est cohérent pour rester dans cette même cohérence. Et donc, en l'occurrence, là, c'était le bleu.
qui est quand même extrêmement vif et très sciant pour parler peinture. Et donc on est parti de ça pour obtenir la gamme générale. Sachant que après coup, si c'était à refaire, je le referais autrement. Parce que dans le résultat général, ce bleu aurait pu être davantage péchu. Bon, voilà, bon, c'est une autre histoire. Dans le cadre de demandes particulièrement précises en termes de teinte, je travaille pour une équipe de conservation-restauration dans le cadre de conservation de tapis qui court pour les plus anciens, 17e, 18e siècle jusqu'au 19e, 20e, de tapis du département des arts de l'islam du musée du Louvre. Où là l'objectif du travail est de rendre ces tapis stables d'abord parce qu'ils peuvent présenter des lacunes, des fragilités et l'objectif de l'équipe de restauratrices est de les rendre stables dimensionnellement et de garantir le fait qu'ils soient conservables dans les meilleures conditions et qu'on accède à une lecture de l'œuvre la plus fluide et la plus complète possible. Donc quand on a, comme vous voyez sur la droite, des gros trous, ce qu'on appelle des lacunes, il faut trouver la teinte qui va être la plus cohérente et en fait la plus discrète possible pour qu'elle se voit le moins possible, sachant qu'aujourd'hui on n'est pas dans une dynamique de faire du faux vieux, c'est-à-dire que les lacunes restent des lacunes, mais il faut qu'elles soient qu'on les voit le moins possible en fait. Et donc moi mon travail est de teindre ce qu'on appelle le tissu support, qui est une toile de laine, pour que le tapis vienne être apposé et cousu dessus, et ce qui garantit sa stabilité notamment dimensionnelle. Et là, on se retrouve à être dans des considérations de teinte ultra précises, ou parfois entre ces 4 beiges, je ne sais pas comment vous les voyez à l'écran, oui, bon, c'est pas idéal. Ils sont tous différents, je vous jure, où on se retrouve à tergiverser pendant un bout de temps, alors au sein de l'équipe, avec moi, avec la conservatrice du département, parfois avec un œil extérieur, en lumière du jour, en lumière de l'atelier, en regardant avec l'angle de vue si jamais c'est présenté dans un musée, voilà, en vue aérienne, voilà. Bon, au bout d'un moment, on prend une décision et en fait, ça se voit pas. Pour être tout à fait concret. Donc là, c'est plutôt un repérage pour une future teinte où voilà, avec toute une gamme d'échantillons, on essaye de se rapprocher au maximum, parce que quand je vais travailler là-bas, j'essaye de déménager un maximum de mon atelier, mais la cuve d'indigo de 200 litres, c'est un peu lourd. Et donc du coup tout ce qui est avec des bases de bleu, des pieds de bleu ou directement des bleus, ben voilà, il faut que je le prépare en amont, et donc je peux être amenée à teindre une dizaine de surfaces en prévision et d'avoir uniquement que des valeurs, que des corrections à apporter quand je suis sur place, parce que les tapis ne se déplacent pas. C'est les humains qui se déplacent. Voilà, là on voit la lisière qui va être avant qu'elle soit retournée vers l'intérieur. Une fois que c'est retourné, en fait, on voit absolument pas mon travail. Le but, c'est que ça se voit pas. Voilà. Là, c'est un travail sur les rouges alors, ils sont très criards sur mon écran. Ils le sont moins chez vous, mais voilà.
Donc on peut être aussi bien sur des supports qui sont complets que des supports qui sont ponctuels quand, évidemment, quand il y a une lacune dans une zone plutôt bleue, une lacune dans une zone plutôt beige ou rouge, on va être obligé de créer des petits supports ponctuels. Dernière façon de travailler qui est de teindre selon des protocoles. C'est quelque chose qui est plutôt récent dans ma pratique. Ça a commencé suite à la sollicitation de Aurélie Mounier et Hortense Delacaudre du département archéosciences de l'université Bordeaux-Montaigne, qui est attaché au CNRS, sur un sujet de thèse concernant la tapisserie qui est conservée à la cité de la tapisserie à Aubusson, qui s'appelle Verdure fine aux armes du comte de Brûle, qui est une tapisserie fin 17e, qui est extrêmement bien conservée et dont l'objectif était l'identification des colorants utilisés sur cette tapisserie. Pour identifier les colorants, ce labo a mis en place l'utilisation d'une caméra hyperspectrale, qui est une caméra. Alors c'est pas une invention. La caméra hyperspectrale, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps, mais l'innovation est que cette caméra est portative en fait, et qui peuvent relativement facilement et qui peuvent se déplacer au sein des musées, au plus près des œuvres, pour justement analyser les œuvres in situ et pas sans déplacement. Et l'intérêt de cet outil, c'est que elle vient scanner en fait c'est comme des milliers de photos, chaque pixel, comme vous imaginez la tapisserie, chaque point est pris en photo et retranscrit en spectre colorimétrique. Je ne vais pas vous perdre là-dedans, c'est pas moi qui maîtrise ça de toute façon, donc je vous donne ça de façon très rapide. En tout cas, chaque couleur de la tapisserie va avoir une valeur en termes de spectre et va donner des informations sur le type de colorant qui est utilisé, puisque chaque type de colorant qu'on va utiliser en teinture végétale, ça vaut aussi pour les synthétiques, vont avoir des spectres colorimétriques qui vont être différents. Et donc, en fonction du spectre, on va pouvoir identifier quel est ce colorant, ou alors en tout cas, à quelle famille de colorants appartient cette couleur. Mais comme on est dans des analyses qui sont non invasives, c'est-à-dire qu'en fait la caméra elle vient très près de la tapisserie, mais il n'y a pas de prélèvement qui est fait, il leur fallait une base de données, un outil de référencement en fait pour pouvoir comparer. C'est-à-dire que certes la tapisserie, chaque point de la tapisserie donnait un spectre ou plusieurs, et il faut avoir un outil de comparaison pour pouvoir confirmer ou infirmer les hypothèses. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi pour pouvoir créer cette base de données où on a déterminé entre 500 et 600 recettes, donc il y a à peu près sur soie et sur laine, près de 600 échantillons qui ont été produits comme base de référencement et qui ont été donc analysés en fonction des besoins de couleurs qui étaient présents sur la tapisserie. Et là, on est bien dans une reproduction de protocole et non dans une recherche de teinte. Sur ce projet, il y a eu quelques raccourcis qui ont été faits dans la communication, dans les médias notamment, en disant que voilà, on retrouvait les couleurs perdues de cette tenture. Or non, il s'agissait bien de retrouver quels étaient les colorants, quelles étaient les plantes, quels étaient les protocoles qui avaient été utilisés, et non forcément de retrouver les couleurs en tant que telles, même si ça donnait évidemment une indication.
Voilà quelques exemples. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a évidemment exploré des ressources colorantes comme le kermès ou des ressources qui sont aujourd'hui plus utilisées, ou des protocoles qui semblent complètement déconnectés d'une réalité d'aujourd'hui, comme des mordansages à l'étain ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est ce type de projets qui peuvent rendre ces expériences possibles. Évidemment, dans ma pratique de tous les jours, je ne mordanse pas à l'étain. C'est un peu explosif. Deuxième projet, deuxième objet de thèse mené par le labo d'archéosciences de Bordeaux, c'est celui de Pauline Kless, qui est lui actuellement encore en cours, sur les tentures de la Dame à la licorne, dont l'histoire est en partie régionale, puisque retrouvée au château de Boussac, où l'objectif était d'identifier ici les colorants qui avaient été utilisés dans les différentes restaurations des citentures. Vous voyez la bande inférieure en bas qui est extrêmement plus affadie, plus pâle que le reste de la tenture. Ça, c'est... il y a la légende raconte que ces bandes ont été tissées avec des laines teintes avec des colorants synthétiques, parce que c'est une période, la période où ça a été retissé concorde avec les débuts des colorants synthétiques. Or, il s'agit bien de colorants naturels. Il n'y a pas de colorants synthétiques, ou très peu, parce que ça a été fait notamment en Gobelin, et qu'à cette période-là, les Gobelins n'étaient pas du tout passés aux colorants synthétiques, et c'est bien des colorants végétaux. Je ne vous raconterai pas maintenant pourquoi ça s'est affadi à ce point-là, mais parce que c'est encore une autre histoire. Mais donc il s'agissait bien de colorants végétaux. Donc l'objet de thèse était un petit peu vite balayé. On a aussi travaillé sur cette partie-là en tout cas, et on a également travaillé sur un colorant qui était très utilisé au XVe siècle, donc date de la création des tentures, du tissage des tentures, à savoir les colorants à l'orseille. L'orseille, c'est un lichen qui est tinctorial, qui peut avoir... il y a plein de sortes de lichens en fait, qui fournissent l'orseille. L'orseille, c'est comme l'indigo, c'est pas une plante en tant que telle, c'est des lichens à orseille. Et donc on a travaillé sur ces fameux roses et roux violacés d'orseille, notamment en association avec le pastel qui était source de bleu au XVe siècle. Donc là, on est vraiment dans des reproductions également de protocoles, dans le sens où l'idée n'était pas de rechercher absolument la couleur qui était utilisée, parce qu'elle est très affadie, on la voit pas du tout sur l'avers de la tapisserie, mais uniquement sur l'envers, et c'est une légère touche bleuâtre qui est sur la robe de la vue, je crois, c'est dans la tapisserie de la vue, et mais bien d'être sûr qu'il y avait bien eu une présence d'orseille, parce qu'a priori elle était mauve, cette robe, et voilà. Et donc du coup il s'agissait pas là d'utiliser de l'indigo, qui est quand même notre première source de bleu aujourd'hui dans notre pratique de teinturier, mais de retravailler avec le pastel, qui était la source première du bleu en Europe au XVe siècle. Donc nous voilà au cœur de cette invitation sur l'eau, que j'ai intitulée « Premier matériau d'une teinturerie ».
C'est peut-être pas forcément une évidence quand on n'est pas teinturier, mais c'est au-delà des supports sur lesquels on teint, au-delà des matières tinctoriales, des ressources avec lesquelles on travaille, le premier matériau qui a une influence directe sur notre pratique. Je vous passe, c'est plus joli d'abord. Moi, j'ai travaillé pendant... j'ai commencé la teinture pas en milieu urbain, mais j'ai développé mon activité professionnelle en milieu urbain à Bruxelles, où je suis restée pendant 18 ans. Et je viens d'arriver à Felletin depuis moins d'1 an. Je suis arrivée en août, où j'ai installé mon activité en septembre. Jusque-là, j'ai toujours travaillé donc dans un petit atelier avec l'eau du robinet, parce que voilà, en milieu urbain, la récupération d'eau de pluie, voilà, ça c'est un peu compliqué. Un des premiers éléments sur lesquels qui influent par rapport à la qualité de l'eau, c'est le pH. Les unités pH, il y a des, je vais vous donner des exemples après, mais les colorants ont une interaction qui est absolument directe avec le pH. Donc, quand on arrive à un endroit, on a accès, grâce à son fournisseur d'eau, à des tableaux qui peuvent sembler un peu rébarbatifs, mais qui sont d'un hyper éclairant sur voilà, la qualité de l'eau qui est distribuée. Alors ici, vous avez la même gauche, oui. À gauche, vous avez l'eau que j'avais à Bruxelles. J'ai pris le dernier relevé, celui du mois de juin, qui a été mon dernier mois d'activité professionnelle, et celui qu'on m'a fourni à Felletin, qui date lui de septembre. Je pense qu'il y a moins de relevés qui sont faits, en tout cas moins réguliers. À Bruxelles, je pouvais en avoir un chaque mois, ce qui était très bien parce que il y avait des grosses variations de pH. J'ai jamais forcément eu l'information précise, mais je pouvais varier d'un point, d'une unité pH d'un mois sur l'autre, ou parfois d'une semaine à l'autre. Mais à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver en arrivant à Felletin. Parce que donc, ce que vous voyez, c'est qu'à Bruxelles, j'étais sur un bon 7,5 d'unité pH. Donc, c'est-à-dire que je suis sur un neutre légèrement alcalin. En arrivant à Felletin, alors bon, c'est une eau que j'ai pas non plus découverte en arrivant en septembre, mais que je connaissais déjà. Mais dans la pratique quotidienne, c'est une autre histoire. On est sur une unité pH de 5,7, c'est-à-dire que j'ai perdu presque 2 points, et ce qui est colossal dans une activité de teinture. Je vous expliquerai avec des exemples après. Sachant que ça, c'est sur le relevé d'analyse, mais mes bandes pH et mon pH mètre me disent souvent plutôt 5,5, 5,6. Donc voilà, on est très très bas, on est très acide. Et alors c'est pas ce que je tiens à expliquer, c'est que c'est pas forcément une mauvaise chose, ni d'un côté ni de l'autre. C'est juste que c'est un paramètre qui est énorme à prendre en compte. Mais ça peut être favorisant comme très défavorisant. Alors ici, c'est un exemple d'une commande qui est en cours, parce que c'est pour un projet pour une marque de prêt-à-porter vêtements pour enfants. Qui est un projet qui est en cours en phase de prototypage depuis l'année dernière et qui est encore en cours de travail.
Et il a fallu tenir compte des premiers échantillons fournis et des nouveaux échantillons fournis en version feltinoise. Donc ici, en fait, à gauche, c'est parce que j'ai quand même senti le vent venir. Et donc sur la photo de gauche, ce que vous voyez le plus orange, c'était donc une recette. Alors on est ici à base, c'est un mélange. On est à base de garance, de cochenille et de réséda. Donc cochenille, garance sur des sources de rouge-rose et réséda sur des sources de jaune. Et puis, par sécurité, avant de renvoyer les nouveaux échantillons, je contre-type. Donc, contre-typer, c'est de faire exactement le même protocole et de recommencer la même expérience, juste pour vérifier. Et voilà ce que j'ai obtenu à gauche. Ce que j'ai entre mes deux doigts, c'est la version feltinoise. Les échantillons qui sont apposés au cahier sont la version bruxelloise. Donc vous voyez que les eaux acides ont tendance à favoriser tout ce qui est donc colorants qui font partie de la famille des anthraquinones. Je ne vais pas vous perdre dans la chimie, mais voilà, tout ce qui est anthraquinone est favorisé en milieu acide pour les montées de couleur. Alors que les eaux légèrement alcalines favorisent plutôt les montées de jaune, soit les flavonoïdes, soit le réséda. Donc on est plutôt sur des orangés. Donc j'étais bien barrée, donc j'ai recontre-typé tous les échantillons que j'avais fait pour ces clientes. Et donc photo de droite, sur la gauche, vous avez la version bruxelloise et sur la droite, la version feltinoise. Donc vous voyez que sur ce projet, je ne suis pas rendue. C'est en cours. Donc là, je vous parlais rapidement des anthraquinones. Donc un exemple qui vient tout de suite, c'est l'exemple de la garance, qui est une racine, qui est une plante dont on utilise la racine. Et pour vous montrer, alors c'est des photos, c'est toujours très navrant les photos. Si vous avez l'occasion de passer à Felletin, vous êtes les bienvenus à l'atelier pour voir les échantillons en vrai, c'est un peu plus gratifiant. Mais vous voyez bien qu'à protocole égal, selon les différences de pH de l'eau, entre un pH 3 et un pH 7, vous n'avez pas du tout la même couleur. Et sachant qu'entre deux unités pH, vous faites à chaque fois x10. C'est-à-dire que pH neutre 7, vous divisez par 10, vous êtes 10 fois plus acide avec le pH 6, vous êtes 100 fois plus acide en pH 5, 1000 fois plus acide en pH 4, etc., etc. Donc vous voyez que vous avez encore une marge de manœuvre qui est énorme entre une unité pH. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que on arrive vers des teintes plus orangées, plus on est acide, et des teintes qui sont plus bleuâtres, on va dire, quand on augmente du côté de l'alcalinité. Alors ici, c'est plus une recherche qui est personnelle là, parce que j'ai une petite obsession sur la cochenille depuis quelques années, où la cochenille est également la cochenille fait partie des coccidés à anthrachinone, donc ça fait partie de la grande famille des anthrachinones, et est connue pour être extrêmement réactive justement aux variations de pH. Donc là, je vais être obligée de faire la météo, parce que sinon vous n'allez pas vous y retrouver. En fait, c'est à lire en ligne, c'est-à-dire que la première ligne en haut, on est sur un pH 3, la seconde ligne pH 4, celle-ci pH 5, pH 6 et pH 7. Et en colonne, on est dans des concentrations qui sont différentes de cochenille par rapport au poids de la fibre. Là, on est sur un drap de laine, donc c'est le même support pour tous les protocoles, et donc on va de 2% de cochenille à 20% de cochenille, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, oui, c'est ça. Et donc vous voyez à quel point vous pouvez avoir des variations de couleurs qui sont assez énormes selon les variations de pH, et aussi
d'avoir une lecture qui est globale sur le fait qu'il n'y a pas forcément un mauvais pH ou un mauvais dosage. C'est-à-dire que ça dépend ce qu'on veut obtenir, mais il faut juste savoir, en connaissance de cause, le protocole et le milieu de l'eau dans lequel on veut évoluer pour avoir les teintes qu'on souhaite. Et on voit bien que... non, en fait, on voit pas très bien, mais vous pouvez imaginer, en tout cas, que, vous voyez, entre le pH 6 et le pH 7, on a, au lieu d'être dans une évolution qui est plutôt croissante, on va avoir des pertes. C'est-à-dire que dans la réception de la couleur ici, on est moins élevé en termes de teinte et en termes de saturation que sur le pH 6. Donc on peut vraiment avoir des... Et là, on passe vers quelque chose qui est beaucoup plus jaunâtre et ici quelque chose qui est beaucoup plus bleuâtre dans les rapports. Donc c'est vraiment un tableau à lire en croisant et en ayant toutes les données en tête. Ici, petit exemple que je vous ai préparé spécialement, c'est le réséda, donc flavonoïde. Ici, c'est plutôt le contraire. Les milieux acides ne favorisent absolument pas la montée des flavonoïdes sur la fibre. Donc, on se retrouve avec un jaune de réséda qui est classique, je dirais, en version bruxelloise, un pH 7, 7,5, et la version feltinoise où vous avez un beige légèrement jaunâtre qui est assez navrant, et parce qu'on ne s'attend pas à ça pour du réséda, et pourtant c'est la même fibre, c'est la même quantité d'eau, c'est la même préparation de la fibre, c'est-à-dire le mordançage, tout est exact, c'est uniquement le pH de l'eau qui change. Et donc, on est obligé d'avoir des valeurs correctives pour arranger ça, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un jaune de réséda. Même si on doublait ou on triplait, ou voilà, les proportions, on n'aurait jamais le jaune qu'on peut avoir à un pH plus neutre. Je vous ai fait un peu de bibliographie. Parce que c'est pas un scoop tout ça, hein. Le pH de l'eau n'est pas une histoire nouvelle dans l'histoire des teinturiers. J'ai retrouvé. Alors on trouve dans la littérature qui parle des colorants, on trouve pas mal de références sur l'eau, sur le rapport aux rivières et aux ressources des teintureries. C'est moins évident de trouver vraiment quelque chose qui s'y réfère directement. Mais voilà, j'ai juste... ressorti quelques extraits. Ici, c'est un document qui date de 1876 sur les tapisseries et qui dit « Les fabricants d'Aubusson et de Felletin teignent et apprêtent chez eux les laines. Pendant très longtemps, on attribuait aux eaux de la Creuse la vertu miraculeuse de fixer la couleur et de lui donner du brillant. Les eaux de cette petite rivière possèdent en effet une très grande limpidité, mais le mérite de faire de belles et bonnes couleurs revient aux teinturiers de ces deux villes, aux soins qu'ils apportent dans la préparation des laines et au choix des matières tinctoriales qu'ils emploient, sacrifiant souvent un éclat éphémère à la grande solidité des nuances. » Bon, il y a tout le lyrisme de l'époque. Alors celle-ci, je l'aime particulièrement, je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est aussi 1876, c'est Delpech-Buité qui raconte une visite à la manufacture des Gobelins et qui raconte une anecdote. Et je trouvais que ça faisait le pont et que c'était pas inintéressant, qui dit qu'un teinturier belge fidèle à ce génie de contrefaçon qui caractérise sa patrie s'adressa un jour à un teinturier de la manufacture pour être édifié sur la qualité des eaux de la Bièvre. Donc la Bièvre, c'était un affluent de la Seine, qui est maintenant complètement recouvert à Paris, qui existe quasiment plus, et qui était la rivière dans laquelle pompait la teinturerie des Gobelins.
Donc il entrevoyait déjà des gobelins sur l'Escaut. Donc l'Escaut, c'est la rivière en Flandre qui éventuellement pouvait fournir l'eau des teintureries flamandes et bruxelloises. Il entrevoyait déjà, sur l'Escaut, pardon, notre artiste, à la demande du Belge, flairant un homme à charger, s'empressa de lui vanter les qualités très multiples de l'épais et puant ruisseau qui coulait sous leurs yeux. Cette énumération faite, le Belge se mit à réfléchir et tout à coup, sans mot dire, il s'empare du bras de l'artiste, lui demande d'un air fort grave où il pourrait trouver un tonnelier. À 2 pas d'ici, lui fut-il répondu. Rue du Banquier. Bien, s'écrit le Belge, épanoui de joie, je vous rejoins. Un quart d'heure après, notre flamand revint triomphant et il était escorté d'un tonnelier traînant une petite charrette à bras sur laquelle était amariné un gros tonneau appelé vulgairement pipe. Notre artiste prêtait de la meilleure grâce au monde à la plaisanterie, aussi conduisit-il son visiteur à la Bièvre. La pipe fut remplie avec conscience, cachetée avec soin et expédiée immédiatement après par le chemin de fer du Nord à Bruxelles. Je suis chimiste et teinturier, dit alors le Belge en clignant des yeux. Je vais soigneusement analyser cette eau et sous peu, je l'espère, nous aurons des gobelins en Belgique. Et probablement qu'ils cherchent encore, selon la fin. Voilà. On a ici ce qu'on retrouve. Alors ça, c'était juste une des 2 petites anecdotes concernant les approvisionnements en eau de rivière des teinturiers. Dans les textes, on trouve beaucoup de mentions sur les eaux sûres. Alors les eaux sûres, c'était des eaux qui étaient acidifiées, notamment par un bain de son, donc le son du blé, la peau qui recouvre les grains de blé. Alors il y avait toute une recette pour obtenir des eaux sûres, mais c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les textes, notamment concernant la cochenille et concernant la garance, où en fait, donc très tôt, on se rend compte que d'acidifier, alors soit les laines avant la teinture ou les laines une fois teintes, de passer en bain acide en eau sûre. En fait, on voit juste souvent la mention en eau sûre. En fait, ça avivait le rouge, ça permettait d'avoir un rouge qui était beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vif sur les fils et sur les textiles. Et donc ça, cette mention des eaux sûres, on la voit très souvent. Donc cette histoire de qualité de l'eau, elle est déjà maîtrisée et contrée en fait quelque part. Si on avait des eaux qui n'étaient pas suffisamment acides pour avoir les rouges espérés, ben voilà, on passait en eau sûre. Donc on trouve aussi ici dans le teinturier parfait de 1804, on trouve une recette pour obtenir ces fameuses eaux sûres. Là aussi, vous voyez, par rapport au garançage, à gauche, par rapport je crois que c'est sur la cochenille à droite, où on va passer les laines en eau sûre. Ici, à nouveau, là, on parle de l'écarlate des gobelins, et l'eau sûre est une étape indispensable. Alors, pour tous ces types d'eau, ça a déjà été... j'aime assez bien ce document qui est l'art du teinturier coloriste sur laine d'Auguste Vinsart, ça date de 1820, où il identifie les types d'eau que les teinturiers peuvent avoir en leurs mains. Ici, on retrouve évidemment les eaux sûres. Ce que je trouve intéressant, c'est quand il dit « Les diverses qualités des eaux sont un point difficile à connaître. Les unes sont généralement bonnes à toute teinture, notamment celles qui dissolvent parfaitement le savon et qui sont limpides, comme on peut citer en général les eaux de rivière. » Donc on revient à nos eaux de rivière qui seraient les eaux idéales du teinturier. L'eau claire ou limpide, unie à un acide comme le citron, le vinaigre ou l'acide sulfurique. Elle exalte les couleurs par suite de son ébullition. Il y a une mention sur l'eau de Lièvrette, sachant que le Lièvrette c'est un affluent de Lièvre qui passait à Bourges où Berthollet est passé, et Berthollet qui a beaucoup écrit sur la pratique de la teinture.
Et il dit, à l'instar de la Bièvre, donc on revient sur la Bièvre parisienne, très favorable à la teinture et au foulage des draps. Et on avait aussi, qu'on retrouve également souvent dans les textes, l'eau régale, l'eau forte. Alors l'eau forte, c'était avec, elle était associée avec un acide nitrique, et l'eau régale, c'était notamment une eau qui était utilisée dans la composition à l'étain pour obtenir les fameux rouges de Cochenille, qui étaient sur un mordançage à l'étain. Alors, il y a d'autres paramètres dans l'eau. Je vous ai surtout parlé du pH parce que le pH reste l'élément central des modifications de couleur qu'on peut avoir. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Quand je vois qu'on a quand même de l'aluminium, qu'on a du chrome, alors mes relevés bruxellois sont plus précis que mes relevés feltinois. Il me manque des infos, mais il faut que je creuse. Il y a des présences de fer, il y a du cuivre, et tous ces éléments métalliques ont une influence. C'est un peu aussi une façon d'ouvrir sur d'éventuelles recherches. Je pense qu'il y a beaucoup à creuser sur ce sujet, en fait, à quel point les différents éléments présents dans l'eau peuvent influencer sur la couleur. Est-ce que également il y a eu quelques recherches, mais c'est très peu évoqué jusque-là. C'est des questions ouvertes. On est là pour poser des questions, tu as dit aujourd'hui. Est-ce que ça a aussi une influence sur la solidité des teintes? Sur les textiles, en fait, ces différences d'acidité ou d'alcalinité de l'eau, on sait que alors là, c'est plutôt une parole d'expérience et de pratique, mais que quand on s'amuse trop à modifier le pH de l'eau, on va fragiliser plutôt les teintes. Mais ça, c'est plutôt une question d'expérience. Mais en fait, il y a rien qui le démontre scientifiquement et qui le prouve avec les analyses. Et je pense que ce serait quelque chose qui serait une très intéressante recherche, en fait, pour éclairer sur la pratique et sur la façon de manipuler aussi ce premier matériau qui est finalement l'eau. Voilà. Ça y est. Ah oui. Je me laisse appuyer un petit moment. Ah. Merci beaucoup. Ben voilà, Julie, hop. Bonjour. Je me demandais comment vous aviez obtenu en fait les différentes eaux avec les différents pH pour faire les échantillons que vous nous avez montrés. Alors il y a 3 outils. Un acide pour acidifier. En fait, on part de son eau de base. Et on a un pH mètre ou des bandes pH. pH mètre, c'est mieux parce que c'est plus précis. Il faut qu'il soit bien calibré. Et puis à partir du moment où on sait si on doit davantage acidifier ou davantage rendre l'eau alcaline, on va travailler soit avec un acide, type acide citrique, on n'a pas besoin d'être dans des acides très forts. Et on parle pas on n'est plus au 17e ou au 18e, le sulfurique et tout ça, on oublie. Pour rendre alcalin, on est sur des sources type cristaux de soude, voilà. C'est très simple. Mais alors ça veut dire que vous pouvez retrouver l'eau de Bruxelles ? Oui.
Tout à fait. Alors c'est très facile sur des petites quantités quand on parle d'échantillonnage. Quand on est sur des cubes de 200 ou 300 litres, c'est plus délicat. Parce qu'on est sur des gros volumes et que voilà, donc là on peut autant sur une petite casserole ou sur de l'échantillonnage sur du 200 millilitres, voilà, on a eu la main trop lourde, on vide, on remet, voilà. Sur du 200 litres, il faut être un peu plus, c'est plus compliqué. Il est évidemment beaucoup plus simple d'ouvrir le robinet et d'utiliser l'eau qu'on a directement. J'adorerais avoir un atelier avec un pH 6,5. Merci beaucoup de votre intervention. Je voulais juste vous demander, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris, dans les tapis, donc, il y a des gros trous qu'on appelle des lacunes, c'est ça? C'est super beau. Et quand vous dites qu'il ne faut pas refaire du faux vieux, du coup, vous faites quoi exactement? Le tissu support, c'est-à-dire que vous complétez la couleur, mais sans prétendre que vous la remplacez? C'est quoi la différence exactement entre... Alors, cette histoire, c'est-à-dire qu'on ne retisse pas. On retisse pas, on va pas rajouter d'éléments nouveaux sur le tissu en tant que tel. En fait, c'est pas moi, hein, je dis on, mais c'est les restauratrices qui font ça. Elles vont plutôt même retirer les raccommodages souvent un peu foireux qui ont été faits précédemment pour retrouver le tapis d'origine et qui va être laissé le plus brut possible. Et donc elles vont consolider pour éviter que ces lacunes s'agrandissent, etc. Et donc moi je teins ce tissu en dessous en fait si vous voulez, c'est comme un sandwich en fait. Vous avez le tapis d'origine, en dessous il va y avoir le tissu support que je teins, et en dessous encore il va y avoir une doublure pour protéger l'arrière. Et en fait, il y a un point qui est invisible que les restauratrices font, où elles vont venir en fait coudre ce tapis sur ce tissu support et consolider voilà les parties lacunaires ou les parties fragilisées pour que ça ne s'envenime pas, si vous voulez. Mais il n'y a pas d'intervention. Tout est réversible aujourd'hui dans la restauration textile. C'est le maître mot, c'est que ce soit réversible et non invasif sur l'œuvre de départ. Voilà. Ça veut dire que de loin, par exemple, j'ai la même couleur, donc je peux croire que c'est la même qualité. Et en me rapprochant, je vois qu'en fin de compte, il y a de la tapisserie et qu'il y a un trou qui est cousu. C'est un peu comme, si vous voulez, comme c'est dans la céramique, on le voit, ou dans la mosaïque murale ou au sol, où on n'a pas retrouvé tous les morceaux, et on va faire des enduits d'une espèce de couleur neutre pour avoir une lecture globale de l'œuvre et se rendre compte du motif ou de la scène. C'est exactement la même chose en fait. C'est une sorte d'enduit neutre que je fais. Voilà. C'est un grand mouvement dans le champ de la conservation-restauration. César et Brandy, dans les années 80, qui laisse apparent la reprise dans les sciences du patrimoine, pour justement à la fois que ça soit réversible, mais surtout pour pas faire croire faussement qu'il y a une unité de l'œuvre après 2000, 3000 ans de vie de cette œuvre. Merci pour votre présentation. Est-ce que pour toutes les personnes, il y a beaucoup d'élèves ici, pourriez nous donner votre parcours de designer, ensuite passer du savoir au savoir-faire et inversement, parce que est-ce que vous avez rencontré des chimistes ou est-ce que c'est des savoir-faire ancestraux, des artisans? À qui vous a donné les clés ou est-ce que vous avez dû les réinventer? Est-ce qu'il y a une part des deux? Et c'est quand même intéressant de, je pense, bien comprendre ça, pour voir ce qui passe de l'étudiant à un vrai professionnel et tout ce que vous allez pouvoir transmettre maintenant et que vous transmettez déjà, quoi. Oui, alors j'ai commencé de teindre adolescente. Je ne l'ai pas appris en ouvrant un livre. Je vous passe les détails, les anecdotes, mais voilà. D'abord avec un livre, et puis je me suis formée à travers des stages dans un premier temps, et parallèlement j'ai fait les Beaux-Arts à Bourges, et ensuite je suis partie étudier le design textile à Bruxelles
d'où ma précédente localisation. Mais dans aucune de ces écoles, j'ai appris la teinture végétale. Je me suis, pendant donc longtemps, j'ai pratiqué en autodidacte, et puis j'ai rencontré des interlocuteurs comme Michel Garcia, qui est un teinturier reconnu et confirmé. J'ai beaucoup lu, beaucoup de littérature, parce qu'en fait j'ai pas réinventé quoi que ce soit. Aujourd'hui, les teinturiers en végétal sont des praticiens, des passeurs. En fait, on utilise des savoir-faire qui sont quand même assez ancestraux, qui sont évidemment pratiquer à la lumière des enjeux d'aujourd'hui. Je parlais j'avais eu l'occasion de faire des mordansages à l'étain. Ce sera sûrement l'unique fois, parce que merci la recherche, mais sous Sorbonne, et voilà, il fallait que ce soit quand même très encadré. Voilà, il y a des choses qui sont plus admissibles aujourd'hui parce que voilà, on est quand même dans une pratique en conscience des enjeux environnementaux, etc. Et voilà, je dirais que sur ma pratique d'aujourd'hui, j'ai deux pères fondateurs dans la pratique et dans mon quotidien de professionnelle teinturière. C'est Michel Garcia qui est je pense le père fondateur de beaucoup de teinturiers en France, en Europe et dans le monde, par sa façon de transmettre, et par un professeur de couleur que j'ai eu à la Camp, qui s'appelle Félix Dassler, qui je pense est celui qui m'a permis de voir les couleurs et d'être en capacité de les analyser. Et je pense que je ne serais pas capable aujourd'hui de faire la différence entre les 4 beiges que je vous ai montrés tout à l'heure si je ne l'avais pas eu comme professeur. Voilà. Bonjour, vous parliez de l'eau de pluie. Je me demandais quel était le pH, et est-ce que maintenant que vous êtes plus à la campagne, vous aimeriez en récupérer pour travailler avec? Ah, l'eau de pluie. Alors l'eau de pluie, elle dépend de plein de choses. Il n'y a pas le pH de l'eau de pluie. Ça dépend où vous êtes. C'est une donnée qui est tout à fait variable. C'est une question qui est super intéressante dans le sens où l'eau de pluie, ça dépend comment on la récupère. Il y a eu le cas il y a quelques années, je trouve un cas très intéressant pour raconter ça. C'était une stagiaire justement de la formation l'ENAMAC en teinture, qui avait des problématiques quand elle est rentrée chez elle, elle utilisait l'eau de pluie, etc., mais elle avait des teintes qui étaient très particulières par rapport au protocole qu'elle utilisait. Et donc, avec l'autre formatrice, on gratte, on pourra trouver où était le truc. Et en fait, ces eaux de pluie étaient récupérées via un toit de tuiles de châtaignier. Et le châtaignier, c'est plein de tanins. Et donc, oui, elle avait de l'eau de pluie, mais en fait, son eau était chargée en tanins et donc influençait énormément sur, je ne saurais pas dire le pH de son eau, mais influençait énormément sur ses résultats colorés. Donc c'est très, selon la façon dont on récupère aussi cette eau de pluie, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Il y a une autre anecdote, il y avait une grosse teinturerie à Bruxelles qui s'appelait la manufacture MOM, je crois, qui était spécialisée dans la garance. Et je suis pas tout à fait sûre de ces éléments-là, mais enfin la garance c'est sûr, et qui avait
Alors, on retrouve dans la littérature que sur le fait qu'ils étaient extrêmement, enfin c'était très prospère, etc. Parce qu'ils avaient tout, on avait retrouvé tout leur tuyauterie pour l'arrivée des fluides de l'eau, notamment en cuivre. Et en fait, le cuivre a une influence qui est énorme aussi sur la qualité de l'eau et sur les résultats colorés. Donc, la question de l'eau de pluie, elle est hyper intéressante, mais il faut être sûr d'avoir un approvisionnement qui est suffisant, qui est régulier, et parce qu'on peut. Alors c'est une question que je me pose parce que donc je suis arrivée il y a quelques mois uniquement. Pour le moment, je suis dans un atelier qui est provisoire. L'idée là est de justement de construire, de réfléchir sur un atelier donc de plus grande ampleur. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue sur le territoire. Et donc évidemment que la réflexion autour de l'approvisionnement en eau, en énergie se pose et on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, voilà. Mais cette histoire d'eau de pluie, vu déjà les contraintes que j'ai dans ce déménagement, il faut qu'elle soit bien réfléchie. Parce que le jour où il y a une énorme sécheresse pendant plusieurs mois, que j'ai plus d'eau de pluie, ça veut dire que le lendemain je passe à l'eau du robinet ou à je sais quelle eau, une eau de pluie ou de puits ou autre chose, et ben à nouveau tout est remodifié. Donc voilà, c'est plein de questions qui se posent. Évidemment, oui, que c'est très tentant l'eau de pluie, mais voilà, quelle eau tombe. Et ça dépend des saisons, ça dépend de plein de choses en fait, ça dépend de comment ils sont chargés les nuages. Voilà. Merci Charlotte. On va s'arrêter là pour essayer de tenir le